Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur comment assurer la relève entrepreneuriale en période difficile. Un webinaire qui est présenté par Repreneuriat Québec en collaboration avec la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Je m'appelle Éric Chouinard, je suis conseiller en transfert d'entreprise pour Repreneuriat, autrefois connu sous le nom de CTEQ, donc le Centre de transfert d'entreprise. Ce midi, on aura le plaisir d'accueillir M. Éric Dufour, qui est vice-président régional pour Raymond Chabot Grant Thornton. Et il est également leader national en reprenariat et en transfert d'entreprise. Donc, sans plus tarder, on va débuter tout de suite. Je vais vous parler un petit peu de notre organisation, c'est-à-dire Reprenariat Québec. Donc, nous, on est un organisme de développement économique, là, pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Donc, on assure le reprenariat au Québec et on fait ça en toute neutralité. Donc, on peut accompagner autant des vendeurs d'entreprises que des acheteurs d'entreprises, comme nous, on appelle des cédants et de repreneurs. On a un mandat qui est gouvernemental, qui nous est confié par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Donc, c'est notre principal bailleur de fonds. Notre présence, elle est régionale, donc elle est partout au Québec, autant à Montréal que dans les régions ou autant dans les régions qu'à Montréal. Donc, on a des conseillers qui sont un peu partout à travers la province, donc vous pouvez nous rencontrer un peu partout. Et notre mandat, ben, c'est de participer activement au bilan entrepreneurial du Québec c'est de faire en sorte que ces entreprises-là qui ont un vécu vont pouvoir être transférées dans les mains de nouveaux repreneurs. Donc, ce qu'on offre en tant que tel, c'est on offre les meilleures chances de succès avec le reprenariat en tentant d'être le chef de file de cette activité-là qui est le reprenariat. Donc, on met à votre disposition un service conseil, donc une équipe de chevronnés, de conseillers en tant que tels qui peuvent accompagner les cédants et les repreneurs dans leur projet de transfert d'entreprise. On met à la disposition des cédants et des repreneurs des occasions d'affaires et des repreneurs en tant que tels. Donc, on opère une plateforme qu'on appelle l'Index, qui est une plateforme de mise en relation entre les vendeurs d'entreprises et ceux qui souhaitent en acquérir une. Parallèlement à ça, on a un réseau d'affaires avec lequel on peut vous mettre en contact, des avocats, des fiscalistes, des comptables, également des évaluateurs d'entreprise. Et aussi, on fait, comme ce midi, une panoplie de formations et d'événements qu'on met à la disposition des gens de façon tout à fait gratuite la plupart du temps. Donc, notre expertise, ben, elle est unique et elle est au service des entrepreneurs en proposant justement des solutions d'accompagnement en transfert qui sont mais qui sont faites sur mesure et qui sont assurées par des experts par pôle et qui sont des experts qui sont dédiés. Donc, nous, on essaie de maîtriser le plus possible tous les types de transferts, c'est-à-dire qu'on fait du transfert externe, donc un acquéreur externe à l'entreprise. On fait également ce qu'on appelle du MBO ou de la reprise en interne, donc du management buyout. Donc, on fait ça aussi. Et on fait aussi du transfert familial. Donc, on est adapté à toutes les réalités. Et sans plus tarder, je cède la parole à M. Éric Dufour qui fera la suite de la présentation. Merci Eric. Bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci à Reprenariat Québec pour cette belle invitation. Donc, peut-être compléter ma présentation. Je suis un FCPA, donc je suis un CPA et j'ai eu mon fellow pour ma contribution extra-comptable parce que ça fait plusieurs années que je suis en conseil auprès des PME du Québec et autres organisations en stratégie de développement des talents, en planification stratégique, en diagnostic d'entreprise et évidemment la relève entrepreneuriale depuis 2003. C'est moi qui avais mis en place les premières formations du ministère du Développement économique du temps. Ça s'appelait MDEIE, où j'avais bâti les MPA, les meilleures pratiques d'affaires. Donc, j'ai eu la chance de faire le tour du Québec à plusieurs reprises, accompagner des cellules d'entrepreneurs dans leur parcours cédant, leur réflexion. Et également, j'ai été plus de 25 ans avec des équipes à réaliser, encore les mêmes équipes, là, à réaliser du diagnostic d'entreprise, un diagnostic 5 fonctions, un bon diagnostic profond pour vraiment supporter l'entreprise à ce qu'elle soit plus robuste. Et j'avais le mandat à ce moment-là de les accompagner
pendant une année ou deux. Donc, ça m'a amené à prendre la connaissance sur une multitude de types d'organisations, secteurs, etc. C'est un plaisir d'être avec vous. L'objectif de notre session d'aujourd'hui, c'est finalement, on vit un moment, hein, il ne faut pas trop regarder les nouvelles. Là. Moi, j'ai tendance à les regarder sur Radio-Canada là, pour voir les nouvelles au jour le jour, mais aux 10 minutes. Mais j'ai arrêté ça, il faut arrêter ça. On vit quand même des moments d'instabilité. Donc, ce que je vais vous amener ce midi, c'est ma façon de voir l'intervention au niveau de la préparation des entrepreneurs dans leur transition. Évidemment, nous avons, je crois, trois groupes de clientèle ce midi, des repreneurs sûrement, qui devraient entendre des choses qui les incitera à demander à ce que nous ayons un plan concret, complet, pour se mettre en marche ou revisiter le plan compte tenu du contexte actuel. On a également certainement des cédants d'entreprise qui se questionnent par où commencer, qui sont en réflexion par rapport à leur patrimoine, par rapport à leur retraite, mais aussi par rapport à leur entreprise. Donc, on discutera de tout ça. Et on a surtout, et je crois qu'on a beaucoup d'acheteurs d'entreprises. Donc, les propos que nous allons avoir avec vous ce midi vont vous amener aussi des réflexions sur certaines opportunités qui sont en croissance actuellement. Donc, on va y aller avec le premier objectif qui est ici, qui est concret, c'est mettre les cartes sur table et se dire les vraies affaires. Moi, j'ai la chance d'accompagner des entreprises tout autour du Québec présentement et ma spécialité avec mes équipes, c'est beaucoup concentré autour des transferts des entreprises familiales et management buyout au niveau d'un transfert qui est en grande partie hybride, ce qu'on rencontre sur le terrain. Et la façon que nous intervenons, donc les équipes de Repreneuriat Québec rencontrent un client, une entreprise familiale, font le pré-diagnostic et nous interpellent pour intervenir. Donc nous, on a bâti des équipes 360 pour éviter que l'entrepreneur ait à trop rencontrer de gens pour répéter son histoire. C'est notre modèle à nous depuis des années, plus de 20 ans, où on a bâti des équipes complètes, des fiscalistes qui comprennent les enjeux humains, les gens en ressources humaines qui comprennent les enjeux fiscaux pour que nous ayons vraiment une culture d'intervention en lien avec le transfert d'entreprise, les défis psychologiques autour de ça, les défis cartésiens et autres. Et lorsque nous intervenons, de plus en plus, ce que je constate sur le terrain, c'est de voir des entreprises si solides, mais si fragiles en même temps. Si fragile souvent par un vide de communication, une communication qui n'est pas coordonnée, des attentes, des silences qui peuvent nuire. Donc, ma spécialité, le plus possible, c'est de gérer les risques et gérer les silences. Donc, nous intervenons, lorsque nous intervenons, bien, l'entrepreneur, après l'intervention, d'abord, l'ensemble des parties prenantes vont s'être exprimées, on va avoir été sondé des éléments, et il y aura lieu aussi de faire une certaine pédagogie sur les concepts de transfert progressif, l'intégration progressive à l'actionnariat, de mâcher la gomme et marcher en même temps, ce que je dis souvent, la technique du gel successoral où on peut protéger le patrimoine temporairement de l'entrepreneur qui s'inquiète, protéger son patrimoine et en même temps intégrer par un transfert de direction la relève, peut-être même en allouant déjà une partie d'actions votantes et participantes et ainsi prévoir les autres étapes avec des objectifs spécifiques. Donc, malheureusement, il y a trop d'entrepreneurs présentement qui voient la situation comme une fatalité, comme une finalité. Moi, ce que je recommande au Québec, 50 du produit intérieur brut québécois est généré par la PME, 90 des emplois générés par la PME, et je suis inquiet parce que on doit présentement travailler ensemble, Eric, et on s'en parle souvent, Eric, avec Repreneuriat Québec, à rapidement, le plus tôt possible, les entrepreneurs se préparer plus tôt que tard. Tout à fait. Pourquoi? Pour faire des constats. En même temps, pour se donner le temps peut-être de revisiter notre valorisation, notre stratégie d'affaires, mais aussi protéger les actifs de nos entrepreneurs québécois qui ont travaillé si fort dans leur vie par une stratégie fiscale et autres. Donc, voilà la thématique et l'objectif que nous avons, se dire les vraies affaires, donc, et de se préparer avec un plan concret. Maintenant,
Donc, je crois que c'est moi qui ai la commande. Je crois, effectivement. Pour, euh, pour aller de l'avant dans la situation actuelle, que ce soit ceux qui recherchent des entreprises, que ce soit des repreneurs qui cherchent une façon d'ordonnancer davantage le processus ou des cédants, il faut être conscient de ce que nous vivons. Nous ne pouvons travailler un dossier de relève sans se dire les vraies choses. Où sont les risques de cassure? Où sont les opportunités de croissance, les opportunités de valorisation? Où on peut faire la différence dans notre démarche? Une démarche qui doit être autant humaine que cartésienne. Le chaud, le froid, amener l'ensemble des enjeux. Prise de conscience ici, j'appelle ça la tempête parfaite. C'est pas simple. Actuellement, on a à vivre une cohabitation intergénérationnelle sans précédent. Quand même une polarité assez importante sur la façon de gérer les entreprises, la façon que les ressources humaines se gèrent aujourd'hui, les modèles d'affaires qui ont évolué. Je dois vous dire que la différence la plus importante et qui crée un défi de perception et où il faut se dire les vraies affaires, c'est la valeur autour du travail. L'effort, la notion d'effort et du travail. La semaine passée, j'étais à Montréal avec un client dans le monde, peu importe l'industrie. Euh, le père était au bout de la table, la fille à gauche. Elle veut faire 35 heures semaine. En un an, elle a valorisé l'entreprise d'1 million supplémentaire en faisant 35 heures semaine. Et le père, lui, dans sa tête, c'est 80 heures semaine, sa méthode de travail. Donc, on fait face à un changement générationnel sans précédent autour duquel il faut se dire les vraies choses. Il faut se parler. En même temps, l'entrepreneur qui vit une situation où il doit éventuellement sécuriser sa retraite, on doit le sécuriser sur ces éléments-là, autour des valeurs un peu plus cartésiennes, son bilan patrimonial, sa stratégie fiscale, la stratégie financière, travailler à s'adapter à la génération qui est autour de nous et le sécuriser sur sa liberté entrepreneuriale, ce qu'il a aimé le plus, l'écouter, pleurer avec et travailler à ce que notre cédant, qui est, je crois, Éric, le plus de 46 des gens qui ont 55 et plus dans les statistiques que vous avez sorties dernièrement ou le ministère. Donc, on a encore une grande partie de bébés boomers qui sont, qui tiennent les rênes des entreprises. Et lorsqu'on arrive avec les nouvelles générations, on va parler tout à l'heure d'un mode qui est beaucoup plus éclaté, plus horizontal, des gouvernances plus collectives, différent du top-down, on devra partager des décisions. Donc, une cohabitation générationnelle qui est sans précédent. C'est la première fois, je crois, qu'on a presque 4 générations souvent sur le terrain des entreprises québécoises. La rareté de main-d'œuvre, l'entrepreneur québécois a pris conscience que la main-d'œuvre, son défi de main-d'œuvre a un impact direct sur la valeur de ses actions. Donc, une entreprise qui a un roulement important, qui a un défi de compétences, que il n'y a pas de plan de match, il n'y a pas de plan de main-d'œuvre équilibré, est conscient plus qu'autrefois que ceci peut avoir un impact sur la valeur de ses actions et de son patrimoine. La rareté de main-d'œuvre a amené à, j'ai senti sur le terrain, Éric, puis vous le sentez aussi à Repreneuriat Québec, moins de freins. Hein, ça a amené une fatigue entrepreneuriale, cette situation-là. Éric, les entrepreneurs on parle de la santé mentale des entrepreneurs. La notion de main-d'œuvre a été, à quelque part, depuis la COVID, et encore aujourd'hui, est un facteur important. Par contre, ça a fait accélérer les intentions de mise en marche. Les entrepreneurs nous interpellent constamment, et on le fait dans nos interventions, sur, hey, autrefois, on demandait qui qu'on va aller rencontrer dans ta gang. On va rencontrer Stéphanie, ta fille, puis on va rencontrer Jean-Michel, ton employé clé. OK. Mais tu sais, j'aurais celui-là dans le fond de la salle. Moi, t'as dit qu'il est bon, mais t'es un peu jeune. Aujourd'hui, c'est différent. Les entrepreneurs vont être ouverts à un modèle d'intégration à l'actionnariat qui est plus collectif. Il va accepter qu'on y en parle. De créer, exemple, un employé co avec un employé co avec une participation minoritaire d'employés clés, peut-être de troisième et quatrième trio, mais tout aussi important, autour duquel on aura à travailler sur la notion du pouvoir, l'accès à l'information, protéger certaines données, etc. Ça, ce sont des tendances très fortes qu'on rencontre, Eric, sur le terrain. Donc, des modèles qui sont de plus en plus collectifs et le modèle coopératif revient sur la table, un modèle fortement intéressant à regarder également. L'entrepreneur, ce qu'il souhaite, c'est protéger son patrimoine et faire poursuivre son entreprise. Maintenant, les repreneurs, les acheteurs doivent s'intéresser
au plan de main-d'œuvre, la qualité de la main-d'œuvre, la qualité du plan de relève, la transition, les dirigeants, la stabilité, très important pour la valeur de l'entreprise. Beaucoup plus que les chiffres du passé. Oui, les chiffres du passé, mais assis sur du robuste avec l'équipe d'aujourd'hui, le team management. On a également le familial au collectif. Si j'étais avec vous en personne, je vous ferais faire un petit quiz. Je vous demanderais tout d'abord quel est selon vous le pourcentage des entreprises qui sont familiales. Donc, ça veut dire qu'on a le couple ou un individu qui a sa PME, un marchand de meubles, il y a 22 employés. Donc, je vous demanderais quel est le pourcentage de ces entreprises-là qui sont dans un contexte familial. Et j'aurais des réponses, habituellement j'ai des réponses 40, 50, 25, 30. 85% des entreprises sont dans une posture familiale. Donc, très important. Mais par contre, si je continuais le quiz, je vous dirais combien de personnes ça prend pour remplacer Christine ou Roger? Avec les nouvelles tendances, avec les désirs d'avoir une qualité de vie, etc., avec les défis les défis de compétences. Donc, c'est 2 à 3 pour un. 2 à 3 pour un. Je vous poserai la question, les bébés boomers ont eu combien d'enfants? Vous me répondriez 3, 4, 5. Ils ont eu 1,86 enfants, donc on va en mettre 2. Combien de ces enfants-là sont intéressés à reprendre les rênes des entreprises qui sont familiales? Vous me répondriez avec une farce, 0,40, 0,37, et vous auriez raison, c'est 0,36. On va arrondir à 1. On dit que 2 à 3 personnes vont remplacer Roger. Et sur le terrain des entreprises québécoises, où 85% sont dans un contexte familial, eh bien, les entrepreneurs ont un enfant intéressé et ça en prend 2 à 3 pour remplacer. Donc, on arrive, Eric, avec un modèle beaucoup plus collectif de reprenariat, avec un modèle qui est dilué au niveau familial. Donc, les anciennes entreprises pleinement, uniquement familiales seront pérennes. Mais il faut les valoriser, celles qui existent encore, mais à quelque part, les entrepreneurs acceptent d'intégrer à l'actionnariat des employés clés pour compléter les équipes. La dette non productive, aussi une mise en contexte, c'est un facteur de risque lorsqu'on intervient dans votre dossier. C'est la première fois au Québec qu'on va se retrouver avec autant de PME avec une dette non productive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un constat, on fait un gel successoral, on détermine que la valeur marchande de l'entreprise est de 2 millions, on va procéder à un geste fiscal et légal, un gel successoral, on va réattribuer les actions votantes et participantes par la suite, mais on va vouloir sécuriser l'entrepreneur sur son 2 millions. L'entreprise va regarder ses ratios. On va aller dans une stratégie de financement pour ne pas nuire à l'organisation, sa possibilité de créer puis de croître. Et on va lever un financement autour de 1,5 million. On va se retrouver avec un bilan où on aura un ratio de dette-équité qui va avoir été stimulé et des fonds générés avec une couverture de dette qui vont avoir été sollicités aussi. C'est la première fois qu'on va vivre avec autant de PME au Québec avec une dette non productive du patrimoine. Donc, c'est un fait important. L'inquiétude que nous avons au niveau économique, c'est la place qui reste pour investir en technologie, en intelligence artificielle, en productivité, en formation continue. Donc, on se doit d'avoir un plan de match avec une vraie réflexion pour garder nos leviers. Oui, sécuriser le patrimoine, mâcher de la gomme, mais marcher en même temps. Sécuriter le patrimoine et développer l'entreprise tout en transférant l'entreprise progressivement. Donc, pour ceux qui achètent des organisations, des entreprises, important d'avoir des ratios autour duquel, je vous dirais, un ratio de couverture de dette qui est autour de 1,25, 1,3. Je n'ai pas beaucoup de temps d'aller dans les détails, mais ceux qui sont à l'aise un peu avec les ratios, un ratio de dette-équité qui est entre 2 et 3 maximum, mais en même temps, je pense qu'avec la crise tarifaire, on va en parler tout à l'heure, il va y avoir une influence à cet égard. La turbulence sur les changements, le management, ça, j'en ai assez parlé tout à l'heure, toutes les chaînes d'approvisionnement qui ont évolué, les modes de distribution. Il y a certains secteurs d'activité qui ont connu, ils se sont fait brasser. Donc, les entrepreneurs qui avaient une solidité financière avec une certaine stabilité ont vécu au cours des dernières années une petite instabilité qui fait en sorte qu'ils réfléchissent à leur sécurité financière. Maintenant, la crise tarifaire. Bon, écoutez, je viens de regarder encore avec M. Trump. Là, il vient de reparler du 51e État et que ça serait bien pour avoir une entente commerciale. Donc, écoutez, la chose est, on doit travailler sur ce qu'on peut contrôler. Donc, vous pouvez contrôler les leviers et les rênes de votre entreprise. On va aller on va toucher un peu à cet aspect-là. C'est quoi qui se passe dans une période de crise?
Quand je suis dans une salle, parce que en passant, je donne beaucoup de conférences, j'ai le plaisir de rencontrer des gens, certainement d'entre vous. Puis c'est un plaisir de les écouter puis de partager aussi. Et je pose la question à savoir, qui d'entre vous dans la salle pensez que le phénomène que nous vivons actuellement va faire ralentir les transferts d'entreprise, Eric, ou qui sont ceux qui pensent que ça va les faire accélérer? Et la réponse dans les salles, Eric, c'est 50-50. Moi, personnellement, ce que je vois sur le terrain, c'est qu'il y a moins de freins. Les gens s'intéressent plus à leurs valeurs marchandes, à comment ça se finance, protéger leurs acquis. Donc, mais c'est certain que nous vivons tous individuellement un genre d'insécurité, un genre d'anxiété qui vient avec cette histoire-ci. Donc, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour les entreprises à vendre, les entreprises à transférer? De quelle façon j'évalue l'opportunité? Je suis un employé, je suis un responsable de la boucherie d'une épicerie. On m'informe que je serais potentiellement invité à faire partie de l'actionnariat. Je regarde ça comment? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'avenir? Donc, on a de l'insécurité présentement. Et encore une fois, je le redis, il faut s'asseoir, poser le bon diagnostic, où nous sommes par rapport à la situation et surtout, surtout, gérer ce qu'on peut contrôler. On peut contrôler notre valorisation, on peut contrôler notre... Là, j'ai reculé, je pense, je vais revenir, excusez-moi. Tiens, OK, je suis correct. On peut contrôler notre plan stratégique et autres. Donc, certains impacts potentiels à faire attention. Fonds de pension, recul du bilan patrimonial. Lorsque nous, on fait une intervention, première étape, vous allez le voir dans nos 7 essentiels, on s'assoit avec notre entrepreneur, on s'assoit avec lui, on discute, on jase, on se connecte, on parle de la vraie vie, des affaires. Et on va aller faire le bilan patrimonial, où le couple ou l'individu est rendu en date d'aujourd'hui avec sa protection financière personnelle pour l'avenir. Il a travaillé toute sa vie dans sa PME, il est rendu au niveau de son bilan patrimonial. Et à travers ça, en discutant avec son planificateur financier, quelles sont ses intentions patrimoniales? Quels sont ses projets futurs? Quelle, finalement, valeur qui serait souhaitable que l'entreprise ait pour suffire à ses besoins? Et ce qu'on peut voir avec cette crise-ci, eh bien, il y a eu un certain recul de certains portefeuilles, hein, des entrepreneurs, des citoyens du Québec qui avaient des sous de placés, que ce soit dans des RIR ou des placements privés, où ils ont vu un certain recul il y a quelques mois. Donc, ça crée une certaine insécurité au niveau de la protection personnelle. De là l'importance de s'asseoir, de revisiter la mesure et de revisiter cette planification-là en lien avec l'entreprise, les objectifs et les besoins de valorisation que nous aurons besoin de faire. Donc, ça, c'est une chose, la variation des marchés monétaires, l'impact direct sur les ventes et le taux de change. Il y a des entreprises qui seront impactées directement. Donc, lorsque nous intervenons dans notre section force, faiblesse, menace, opportunité, donc nous regarderons aussi notre portefeuille de clientèle, l'impact des tarifs, quel impact monétaire nous aurons. Donc, on aura à discuter de cash flow, les besoins de réinvestissement, les besoins de protection de notre business, notre entreprise. Donc, peut-être qu'on n'aura pas les mêmes actifs excédentaires pour valoriser partiellement monétiser partiellement, pardon, le plan de relève avec les cédants. Donc, évidemment, il y en a qui sont touchés directement. Donc, important de sécuriser notre trésorerie, mais en même temps, important de mâcher de la gomme et marcher en même temps. Notre entrepreneur qui, lui, a une posture, il faut l'analyser, il faut protéger sa posture. Et là, maintenant, peut-être qu'on aura à réfléchir avec nos équipes, peut-être acquérir de nouvelles compétences, mais surtout, surtout, revisiter notre réflexion stratégique et notre place stratégique. Donc, de plus en plus, lorsque j'interviens dans une entreprise qui est impactée ou qui a un risque d'être impactée, en même temps que faire la réflexion du diagnostic relève, on va ajouter tout de suite la notion de planification stratégique. Est-ce que je continue à croître dans mon marché? Peut-être que de m'affilier avec un partenaire complémentaire, je vais être plus ouvert. Est-ce que je continue est-ce que mes tarifs, est-ce que mon pricing au niveau de mes opérations, est-ce que je suis aligné avec l'augmentation des coûts et l'inflation que j'ai vécue? D'autres éléments
Personnellement, quand nous faisons un plan de relève, un diagnostic relève, nous allons voir la stratégie de financement, comme je mentionnais tout à l'heure, pour commencer à monétiser la valeur gelée ou la valeur reconnue à cette date-ci, même si c'est un transfert progressif. On vise une monétisation, donc on va aller visiter la dette pour une monétisation progressive. Écoutez, c'est certain que le contexte actuel, le milieu financier, on voit, moi, nous avons un département, nous, de redressement et insolvabilité et les statistiques de faillite sont en croissance. Donc, évidemment, les marchés financiers sont plus inquiets. Donc, il est important d'avoir des plans de relève complets, concrets, des plans d'affaires, plans de relève, comme on vous parle aujourd'hui, où les choses sont claires, où on aura une stratégie de compétences, de management, mais une stratégie de croissance de la PME alignée. Donc, ben, on risque d'avoir des besoins de certains produits qu'on ne pensait pas avoir besoin. Vous savez, dans un financement, quand on fait la stratégie, on a un support d'actifs qui peut nous permettre d'aller avec notre financier traditionnel, mais on va vouloir aller dans des financements en prêt cash flow, exemple, où le partenaire financier va prendre le risque en même temps avec nous et par la solidité de votre management, la rigueur de votre plan d'affaires, les compétences, le plan de développement des ressources, va acheter la confiance envers vous et va être là pour supporter les coûts qui vont moins bien, les périodes qui vont moins bien. Donc, il y aura une tendance à aller vers ces produits-là avec des partenaires stratégiques, tactiques, pour niveler les risques financiers. Donc, ça, c'est une tendance qu'on va retrouver. Maintenant, les entreprises touchées, moins attractives pour les talents. Présentement, on sent un genre de stabilité qui s'est installée au niveau de la main-d'œuvre. Il y a moins de roulement qu'autrefois, mais faites attention, ceci est sournois. La mathématique est encore là. Nous avons un défi démographique à surveiller. Donc, faites attention. Il faut donner de l'amour à nos gens. Il faut les inclure. Il faut être inclusif. Il faut les supporter dans un plan de développement. Et comme je parlais tout à l'heure, tu n'es pas nécessairement obligé d'être actionnaire, mais on peut installer une gouvernance autour duquel nos employés clés sont impliqués avec une formule de bonification qui se rapproche de l'actionnariat, mais il faut retenir nos talents. Et l'inquiétude que nous avons, on est inquiet d'avoir de la fuite de certains talents pour les entreprises qui sont touchées par les tarifs. Donc, surveillez cette situation. D'autres impacts, l'incertitude économique peut aussi avoir un impact sur les entreprises qui ne sont pas touchées directement. Évidemment, on pense au commerce au détail, l'industrie touristique. Écoutez, c'est quelque chose qui doit venir finalement amener dans la discussion et la réalisation du plan de relève à distinguer les impacts court terme que les objectifs à moyen et long terme de notre entreprise. Les gens sont trop dans le court terme lorsqu'ils vivent une crise. Donc, il est important, effectivement, ceux qui sont impactés indirectement actuellement, de réfléchir à leur plan de relève où on aura un plan financier qui sera ajusté en conséquence, peut-être plus étiré dans le temps, avec des participations du cédant peut-être un peu plus grosses pour niveler le risque. Mais il y a des solutions et on doit se donner plus d'élasticité pour venir toucher le moyen et le long terme parce qu'il y a des éléments comme ceci qui arrivent constamment et ça a des impacts court terme. Ouverture pour regarder plus sérieusement les partenariats externes. On le sent sur le terrain. Il y a plusieurs entrepreneurs qui sont dans une posture, la même posture. Et moi, je viens de faire une planification stratégique dans une entreprise familiale dans le monde de la construction. Et lors de la planification stratégique, on a discuté beaucoup des mariages potentiels et l'acquisition d'entreprises complémentaires potentielles ou le partenariat avec d'autres. Donc, dans une crise tarifaire comme ceci, lorsqu'on arrive dans une situation de relève, oui, il faut protéger la propriété peut-être familiale, la propriété avec les actionnaires qui sont ici, mais avec ce qu'on vit dans l'instabilité des marchés, il y a peut-être lieu de réfléchir à l'ouverture d'une participation minoritaire d'un externe complémentaire qui va venir améliorer le portefeuille stratégique. Possibilité de devoir revoir le portefeuille d'actions déjà gelé dans l'entreprise. Ceux qui achètent des entreprises qui lisent des bilans, là, soyez prudents parce que des fois, vous avez des actions de gel. Il y a eu un gel. Vous savez, un gel, on n'a pas assez le temps d'aller loin là-dedans, mais le gel, c'est un geste fiscal et légal qui reconnaît une valeur à un moment précis. On reprend les actions participantes d'un entrepreneur et on lui remet en échange des actions de gel.
Et ça, effectivement, dans un moment où on a gelé la valeur de l'entreprise il y a 3 4 ans, soyez prudents, il y a peut-être des entreprises qui auront besoin de dégeler ou la valeur qui a été gelée peut-être trop haute parce que l'entreprise aujourd'hui est impactée trop fortement. Donc, lorsqu'on vit une crise, c'est important de réfléchir à cette situation-là. Je me situe aujourd'hui au niveau de ma valorisation par rapport à autrefois. Les solutions à mettre en place lorsque nous vivons une crise importante, identifier l'anxiété financière des cédants et des repreneurs. Lorsque nous faisons nos interventions, nous, vous allez le voir dans nos essentiels, nous allons faire des tests psychométriques où on va identifier certaines choses importantes pour l'entrepreneur du Québec. Tout d'abord, l'anxiété. L'anxiété est préoccupante chez nos jeunes d'abord en général, et bien important d'aller identifier cet aspect-là parce que si j'ai 3 actionnaires nouveaux et ces 3 anxieux, dans une crise tarifaire, c'est un peu plus difficile. Il faut avoir un équilibre de profil. Donc, et pour les acheteurs ou les repreneurs externes qui ont une solidité au niveau de l'expérience, au niveau de cet aspect-ci, et ça peut être complémentaire à une équipe. Donc, allez valider l'anxiété financière actuelle. Est-ce que la crise qu'on vit actuellement apporte une insécurité du cédant par rapport à sa valeur? Est-ce que ça apporte finalement une insécurité par rapport au repreneur sur la faisabilité du plan d'affaires? Donc, c'est important de venir faire la réflexion sur est-ce qu'il existe présentement une anxiété financière? Parce que là, on va respirer, on va regarder les choses dans les bonnes étapes. Réaliser rapidement un indice de transférabilité à partir des 7 essentiels. J'en parlais à Eric tout à l'heure, tu rencontres ton client, vous faites votre prédiagnostic et nous, c'est là qu'on intervient on rentre dans les racines avec un groupe d'experts autour des 7 essentiels qu'on va voir tout à l'heure. Il y a des gens qui ont débuté un plan de relève, qui ont déjà fait des actions. Ils ont peut-être émis une petite partie d'action à leurs enfants, mais ils savent très bien qu'il y a des choses à faire avec d'autres employés clés. Il y a un plan de relève qui est en marche, mais on vit une secousse importante. Important de se rasseoir de nouveau. C'est pas gênant de se rasseoir puis revisiter. Avec ce que nous vivons actuellement, l'insécurité économique que nous vivons actuellement, puis je ne veux pas être apeurant, mais c'est une question de sécurité et de prévisibilité également. C'est important de faire ça. S'assurer d'un équilibre entre le très court terme et le long terme. On en a parlé tout à l'heure. Mettre sur la table les intentions de départ des cédants. Il se peut, selon moi, qu'un entrepreneur qui répondait, écoute, Eric, là, dans 4 5 ans, moi, je veux arrêter. Il se pourrait que le 4 5 ans soit rendu à 7 8 ans ou 6 7 ans avec ce que nous vivons. Peut-être qu'il y a un repli de la valorisation de l'entreprise. On se doit de revoir le plan de match et peut-être que les délais seront plus étirés dû à l'inquiétude de certaines personnes. Mesurer l'impact potentiel de la crise sur le bilan patrimonial accumulé, on l'a dit tout à l'heure, il faut remesurer cette histoire, mesurer cet impact sur la juste valeur marchande des actions des sociétés, revisiter le délai nécessaire pour atteindre les objectifs des cédants. Hier, j'étais avec un cédant, il était avec son fils, dans le monde de la mécanique industrielle. Et on regarde l'entreprise, une valorisation approximative de 2,5 millions. La personne a 56 ans, pas très vieux, en bonne santé, et il y a 2 3 activités, 2 3 entités. Et la première étape, c'était de travailler son besoin personnel pour sa sécurité financière, donc son bilan personnel versus la valorisation estimative, est-ce que c'est suffisant? Parce qu'on va procéder dans ce dossier-là à un gel successoral, et là, il faut déterminer la prise de participation du fils et lui, ce qu'il va garder comme action participante. Et dans ce cas-ci, on attend l'équation avec le calcul de la valeur marchande concret et son bilan personnel qui doit être revisité, qu'on va recevoir. Donc, il y a une occasion, il y a cette histoire-là à faire, mais avec l'augmentation des coûts, etc., peut-être que dans ce cas-là, il va y avoir une formule cartésienne à faire pour revisiter, mais installer les intentions du Sénat, puis le délai qui est suffisant pour aller chercher les écarts. Donc, mesurer l'impact potentiel de la crise, ça, je n'ai parlé. Mesurer cet impact ça, j'en ai parlé. Revisiter le délai, j'en ai parlé. Et revisiter les orientations et le plan stratégique. Ça, on en a parlé amplement. Eric, juste vous dire qu'il est 12h35, Merci, donc il merci vous beaucoup. reste 10 minutes. Excellent. Donc, les solutions à mettre en place pour les entreprises qui sont dans une posture de crise ou d'insécurité.
ou tout simplement les entreprises qui veulent avoir une meilleure sécurité financière autour d'un plan de transfert d'entreprise, pour ceux qui veulent acheter des entreprises, etc. D'autres éléments ici, revisiter le BAYA estimatif futur. Le BAYA, c'est le bénéfice avant amortissement, intérêt et impôt. Il y a une erreur dans les lettres, là, bénéfice avant intérêt, impôt et amortissement, mais vous devez savoir c'est quoi. Donc, c'est le bénéfice représentatif de l'entreprise. Donc, estimer finalement les ratios de base de notre entreprise et également aller les challenger. Parce qu'il se peut qu'on ait un repli temporaire, on va ajuster notre clientèle, on va ajuster notre plan de match, mais c'est important de faire la bonne réflexion sur notre bénéfice représentatif, mais aligné sur les équipes et également le plan de match pour la vision du futur. Revoir la plage de temps, on en a parlé, débuter plus tôt, le plan de transfert, avoir une ouverture différente pour la balance du prix de vente. OK, ça, Eric, c'est important, on en a parlé tous les deux, les balances de prix de vente. Donc, les Tout à balances fait. de prix de vente, c'est la partie que le cédant va financer lui-même. Donc, je vous dirais là, qu'en gros, ce qu'on voit sur le marché, c'est autour de 20 à 25. Donc, une transaction de 2 millions, je vous dirais qu'un 4 à 500 000 de balance de vente d'un financement fait par le cédant est quelque chose de raisonnable, intéressant. C'est vu comme une mise de fonds, c'est vu comme une confiance envers l'entreprise, une contribution. On y met les conditions qu'il faut. Moi, personnellement, je pense qu'avec la situation que nous vivons, peut-être, Eric, que ça va peut-être monter autour de 30. En tout cas, moi, dans une entreprise là, où j'en ai, là, qu'on fait des réflexions d'un plan de relève, et on doit se garder un peu plus de marge de manœuvre là, pour pallier à l'incertitude, peut-être des investissements différents à faire. Donc, on va demander peut-être un pointage de plus là, à notre entrepreneur sur la balance de vente. Revisiter, renforcer les besoins en compétences et les plans de développement. Aussi, il y a une phrase que j'amène beaucoup de ces temps-ci. Travailler sur le comment ça va plutôt que le comment ça vaut. Deux lettres de différence, le T, le U, le tu qui tue. Je répète, travailler sur le comment ça va plutôt que le comment ça vaut. Deux lettres de différence, le T, le U, le tu qui tue. J'amène souvent ça aux gens parce que malheureusement, je trouve que les gens sont encore beaucoup dans le cartésien. La Révolution tranquille était bâtie autour d'entrepreneurs qui, le management était beaucoup plus dans une colonne là, très, très verticale et on était entouré de, je suis un comptable, de bons professionnels comptables, fiscalistes, avocats. Et aujourd'hui, quand je dis travaillons autant sur le comment ça va que le comment ça vaut, il faut travailler sur les éléments en dehors des chiffres. En même temps, c'est déterminant et important, les chiffres, mais c'est qui mes équipes? Quel est le bonheur de mon organisation? Notre cédant, il faut qu'il atteigne, il faut qu'il soit heureux dans son processus de transfert, il faut qu'il demeure dans son salon, il faut qu'il demeure avec une place selon ses intentions. Peut-être qu'on va calibrer certaines de ses intentions. Il faut que les repreneurs sentent qu'ils vont pouvoir prendre des décisions. Où on va installer une gouvernance avec une matrice des pouvoirs, où le cédant devra avoir du lâcher-prise. Le comment ça va, c'est les notions plus chaudes. Donc, très important. Je vais conclure avec cette page-ci. C'est presque, je crois que c'est la dernière page. Voici ici notre méthode d'intervention chez Raymond Chabot Grant Thornton avec nos équipes. Donc, exemple, là, Eric rencontre un client, une entreprise familiale ou un transfert management buyout, peu importe, ou un acheteur va nous faire analyser une position de reprise. Donc, mais on va prendre la situation de transfert familial. L'entrepreneur a 58 ans, deux enfants dans l'entreprise, deux personnes clés intéressantes et il ne sait pas par où commencer. Il est mélangé. Parle à ses amis, a promis des choses, il est perturbé par cette crise-là, un contexte difficile. Donc, nous, ce que nous allons lui proposer, c'est en complément à Repreneuriat Québec, on va aller plus à fond avec une équipe d'experts pour déterminer le plan de faisabilité du plan de transfert, avoir la vraie photo des intentions actuelles et avec la faisabilité financière, fiscale, stratégique de l'entreprise, nous allons ainsi, suite aux entrevues également, émettre des recommandations par où commencer, les grandes étapes pour approfondir et mettre en place, mettre en marche un plan de transfert progressif.
Les 7 essentiels, tout d'abord, clarifier les intentions du cédant. Nous, lorsque nous intervenons, nous nous assoyons avec le ou la cédante pour travailler sur les notions de où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi ses rêves, c'est quoi ses défis, c'est quoi ses inquiétudes, c'est quoi ses souhaits, qu'est-ce qu'il veut continuer à faire, où il se sent au niveau sécurité patrimoniale. Comment, au niveau de ses testaments, sa préparation, où il en est? Est-ce qu'il sait qu'il peut mâcher de la gomme et marcher en même temps? Est-ce qu'il sait qu'il peut valoriser partiellement maintenant, conserver encore des actions participantes encore un petit bout de temps pour atteindre ses objectifs, mais en même temps intégrer sa belle relève avec une participation minoritaire quand même, somme toute intéressante, tout en prévoyant les autres étapes? Il faut rencontrer nos repreneurs également. Hein, les repreneurs, on s'assoit avec eux. Quels sont leurs rêves? Quelle est la vision de leur business? Est-ce qu'ils ont une vision de croissance par acquisition, une croissance organique? Qu'est-ce qu'ils pensent de leurs collègues, de l'organisation, les forces, faiblesses, menaces, opportunités? Mais quelles sont leurs intentions? Quel est leur taux d'ambition? On va également faire le profil psychométrique autour duquel on va aller identifier, comme j'ai dit tout à l'heure, le taux d'anxiété, l'intelligence émotionnelle des personnes et le leadership, qu'il soit un leadership de parole ou d'action. 3 critères que je vais vérifier dans un plan de relève avec mes équipes. L'intelligence émotionnelle, peut-être pour le vulgariser, c'est quelqu'un qui est en mesure de mesurer l'impact de ses mots. Et je peux vous dire une chose, il y en a beaucoup, c'est difficile. Mais 3 personnes pour un, on a toujours une équipe. C'est un transfert collectif qu'on va faire en grande partie. Donc, comment on équilibre ces dérailleurs de carrière? On va également poser le diagnostic d'entreprise, ses forces, ses faiblesses. Au niveau management, comment les décisions se prennent? Comment on gouverne l'entreprise? Parce qu'on va probablement recommander une gouvernance plus collective avec une maîtrise des pouvoirs, une maîtrise de représentation. Mais l'entreprise, quels sont ses leviers? Ses RH, notre politique de rémunération, est-elle alignée avec le marché? On a-tu une politique de rémunération globale? Comment se passe le bonheur dans l'équipe? Au niveau des opérations, on a-tu des gains à aller chercher? Hier, je discutais avec les clients. Est-ce que vous avez ajusté vos tarifs depuis les derniers coups d'inflation? Et je sentais qu'il y avait des gains à aller chercher. Donc, notre performance, est-ce qu'on peut aller encore chercher des performances? Au niveau de notre posture financière, nos leviers principaux, est-ce qu'on a la solidité pour laisser de la place à l'investissement à travers notre financement du plan de relève? Quels sont nos besoins d'investissement? Consensus maintenant sur les compétences. Donc, j'ai rencontré mon cédant, les repreneurs, on les a analysés, on a regardé tout ça. On a regardé les défis de l'entreprise maintenant. Un, -3, -2, -6. Est-ce qu'on répond toujours à la question? Est-ce qu'on a le team qu'il faut pour livrer la marchandise? Et là, on va parler d'un plan de développement. Imaginez-vous, l'institution financière va recevoir un dossier autour duquel les intentions du cédant avec ses rôles seront clairs, clairs, clairs. On aura une présentation du profil des repreneurs avec leur potentiel de développement, leur plan de développement, leur test psychométrique, les forces de l'entreprise sur lesquelles on va s'appliquer, les opportunités qu'on va attaquer. Également, la partie numéro 6 qui est toute la réflexion sur le patrimoine bâti. L'entrepreneur veut générer son exonération de gain capital. Les acheteurs d'entreprise, retenez ça, c'est des actions qui se vendent au Québec, des PME. L'entrepreneur a droit à 1 250 000 d'exonération de gain capital. Hein? Donc, il y a certaines exigences. Je n'ai pas le temps d'aller là parce qu'il me reste 2 minutes. Hein? On a peut-être besoin de purifier les entreprises si on n'atteint pas les ratios de base, mais en gros, là, c'est 1 250 000 l'entrepreneur désire. Et il y en a qui ont créé des fiducies qui peuvent multiplier leur exonération de gain capital. C'est important de parler de ça. On est où en date d'aujourd'hui par rapport à ceci? Est-ce qu'on doit purifier l'entreprise? Les scénarios de transfert? Nos modèles corporatifs sont-ils alignés pour un plan de transfert potentiel? Il y en a ils vont vouloir mettre le bâtiment dans une compagnie de gestion puis commencer par transférer l'opérante. C'est une tendance très forte, Eric, qu'on rencontre due à l'insécurité. On va vouloir protéger, sauf que en même temps, on vient de sortir l'actif qui est le plus facilement finançable avec un support d'actifs important. Et la nouvelle loi sur les entreprises familiales où on a droit d'aller à l'exonération de gain capital. Dans une présentation que vous avez certainement eue par ailleurs, vous avez entendu parler des certaines conditions restrictives à ce niveau-là. Transfert immédiat, transfert progressif, transfert du pouvoir, en même temps ce que le Sénat peut faire, ce qu'il ne peut plus faire après X délai ou autre. Testament mis à jour, les mandats d'inaptitude,
convention d'actionnaire adaptée. Donc, réfléchir en conclusion sur 7 groupes d'éléments essentiels avec une équipe d'experts sur environ un délai de 8 semaines où on va challenger l'ensemble des risques pour favoriser un plan de transfert. En même temps, on va avoir un plan de valorisation de l'entreprise et on va avoir un document où la VD pour le financier va être prête. Donc, et ceci va générer des recommandations et qu'on va appeler un plan de relève tactique. Ça va être exemple de mettre en place des mesures de gouvernance avec des matrices de pouvoir, calibrer les rôles et responsabilités des personnes, la structure organisationnelle qu'on vise avec les rôles de chacun, calculer la valeur marchande par un triple E, aller bâtir le scénario fiscal de transfert, du gel successoral, regarder 2 à 3 scénarios avec les pourcentages et aller dans les recommandations de management au niveau des RH, etc. Donc, ce qu'on a fait aujourd'hui, en conclusion, on a discuté du fait de devoir se dire les vraies affaires. On a discuté des risques que nous vivons en général aujourd'hui avec la tempête parfaite. On a discuté de l'impact potentiel de la crise tarifaire. Ceci dit, on va passer à la période des questions. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez besoin, soit un échange avec des questions plus spécifiques, soit toujours possible de vous offrir un café virtuel gratuit. Vous pouvez passer par Eric avec Repreneuriat Québec. On est en partenariat. Ça me fera grandement plaisir. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou on vous transférera mon email si vous avez des besoins. Donc, Eric, j'ai été assez vite, 45 minutes, c'est ce que vous m'aviez demandé. On est là pour les questions. Merci beaucoup, Eric. C'est toujours très pertinent de t'avoir avec nous. Je vois ici dans les commentaires, excellent vulgarisateur. Ça doit faire au moins un millier de fois que je te le dis. Tu es un excellent vulgarisateur. Merci beaucoup. Je pense que vous avez tous compris que l'important dans un transfert d'entreprise, c'est de le planifier d'avance. Plus on le planifie d'avance, plus on est en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment. Être accompagné par des équipes, évidemment, c'est super important également. Donc, on va prendre les questions à partir de maintenant. Est-ce que Chantal et Nolwenn, on a des questions déjà? Les gens sont probablement en train d'écrire leurs questions. Il n'y en a pas de rentrée. Par contre, il est arrivé un beau commentaire qu'on disait qu'on devrait cloner Monsieur Dufour car il est très inspirant. C'est génial. Mais moi, j'irais peut-être avec une première question, parce qu'on parlait tout à l'heure, Éric, de balance de vente en tant que telle, puis peut-être qu'éventuellement, la balance de vente pourrait passer aux alentours de 30. Moi, je sais, pour rencontrer souvent des cédants, la balance de vente, c'est toujours une inquiétude, puis, tu sais, comme le plus possible, ils essayent d'y aller le moins possible, dans le fond. Donc, j'aimerais avoir ton opinion là-dessus, puis peut-être d'extrapoler peut-être un peu plus longuement, étant donné qu'on a le temps de le faire. Moi, Eric, ben, il y a 2 axes là-dedans. Il y a celle qui va être demandée dans les plans financiers par notre partenaire. Je vous dirais que celle-ci devra être autour de 20-25 là, à mon avis, là, avec ça dépend toujours aussi comment l'entreprise est bâtie. Est-ce que j'ai une entreprise où sa valeur est supportée par des actifs? Exemple, dans le monde de la construction, la valeur de l'entreprise est souvent supportée, Eric, par une grande quantité d'actifs. Donc, j'ai plus d'actifs robustes pour asseoir un financement. Mais en grande partie, le 20-25. Mais ça, c'est peut-être prévoir ce que c'est que l'institution financière va demander. Mais en même temps, Eric, je vais plutôt parler de ce que c'est qu'on devrait faire, ce que c'est que l'entrepreneur devrait faire. Dans une période d'incertitude comme nous avons présentement, on va probablement recommander à notre entrepreneur de se monter à 30 pour pallier aux imprévus. On a un plan stratégique à refaire. On a peut-être notre modèle d'affaires à revoir. On a peut-être des devoirs à faire. Et l'entrepreneur, il ne sera pas fermé à ça. L'entrepreneur, là, oui, effectivement, il veut s'assurer d'avoir une vie, une bonne vie à sa retraite, mais il veut surtout que son entreprise soit pérenne. Fait que Tout à moi, je fait. dirais, Eric, là, nos besoins d'investissement dans les 2, 3 prochaines années, les risques, les impacts que notre crise tarifaire amène sur notre volume d'affaires, sur notre bénéfice brut. Tu sais, ma crise tarifaire, avant qu'on s'ajuste, on va probablement avoir un impact sur notre brut. Ça va avoir un impact sur ma valorisation. Donc, moi, c'est certain que lorsque je fais un esquisse avec mon équipe en finance, là, on va probablement demander à l'entrepreneur d'en laisser un petit peu plus. OK. On a justement une question à propos de l'évaluation de l'entreprise. Ici, est-ce que les évaluateurs d'entreprise se spécialisent dans certains domaines d'activité?
comment trouver un évaluateur qui risque de bien comprendre notre champ d'activité? Ça, c'est une Ouais, question écoute, qui est... moi, honnêtement, on en a quatre ici. Puis peu importe où, là, c'est des gens qui, d'abord, c'est des formations très, très sérieuses pour être triple E, là. Ces gens-là, là, c'est rough, là, leur programme de formation qu'ils suivent. Écoutez, c'est des gens compétents, les triple E, là. Ils voient dans leur formation tous les types d'entreprises. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que l'autre jour, j'étais dans un dossier où le comptable avait émis une opinion sur le coin avec un genre d'essuie-tout sur le coin de la table. Écoutez, vous devez aller vous chercher une opinion avec des experts triple E. Et peut-être poser la question sur leur expérience. Tu vois, l'autre jour, là, on est impliqué dans une entreprise, Eric, là, qui est dans les travaux civils, la construction, puis là, il faut qu'il achète des pics de sable. Donc, Mhm. l'évaluateur, lui, là, il ne fera pas l'évaluation du pic de sable, mais il va aller s'adjoindre un ingénieur qui en a déjà fait pour cette partie d'actifs-là. Donc, écoutez, ce que l'évaluateur doit faire de plus en plus, et dans le plan de relève, on va venir supporter l'évaluateur, c'est quand il arrive pour calculer son bénéfice représentatif, puis c'est surtout la notion, il y a des parties qui changent, comme les salaires. Donc, les salaires, évidemment, Roger, lui, qui faisait 80 heures, il sort. Fait que là, Eric, on en rentre trois. Fait que je vais avoir un ajustement de bénéfice là. Mais là, ce qui est le plus difficile en crise tarifaire, mon impact sur le BAYA, Eric. Si je suis Mhm. impacté directement, mon BAYA va être impacté de comment? Donc, un évaluateur d'entreprise, c'est intéressant qu'il comprenne un plan de relève. Parce que l'impact de mon team management sur ma profitabilité, l'impact de mes compétences est interrelié à ma valorisation. Mhm. On a une autre question ici qui dit, est-ce que tous les cédants sont conscients de cette période d'incertitude? Car pour ma part, j'ai fait plusieurs mariages et j'ai l'impression que c'est plutôt une posture des cédants qui est moyennement minimaliste en termes d'efforts. Donc, peut-être qu'on vous avez simplement pas rencontré les bons cédants bien préparés. Ça peut arriver, malheureusement. Euh, Ouais. il y a une Écoute, question c'est aussi ça. sur les... Bon, vous savez, il y a des entrepreneurs qui sont en mesure de faire ça eux-mêmes. Il y a des gens là, qui préparent leur plan de relève depuis un certain temps, qui ont cette notion-là. Mais malheureusement, Eric, tu sais ce qu'on voit sur le terrain, des gens qui n'ont pas été à fond. Donc, est-ce que le transfert qui est fait, est-ce qu'il est fait avec, avec les rôles clairs attendus, avec une légitimisation de la relève, avec une responsabilisation de la relève discutée? Est-ce que nos compétences sont bien alignées? On est-tu dans le bon, dans la bonne performance? On a-tu des devoirs à refaire? Vous savez, ce que j'ai parlé tout à l'heure, c'est de faire un bon vieux diagnostic de la situation. Ouais. Puis, je connais pas d'entreprise, moi, qui trouve pas d'avantage à faire ça. D'abord, moi, j'ai 60 ans. À toutes les années, je vais chez le médecin, je fais mon tapis roulant, puis je suis chanceux de pouvoir le faire, mon organisation le supporte. Mais pourquoi on va faire un diagnostic de santé? C'est parce qu'on est inquiet, hein, un peu. On veut être en bonne santé, on veut bien vieillir. Et puis on Les veut savoir où entreprises, est-ce qu'on tient. ben oui, mais écoute, Eric, avec la turbulence qu'on vit actuellement, avec les changements de façon de faire, les gens, il y en a qui dorment sur de faux dossiers, Eric. Mhm. Il y a des gens qui pensent que ça va bien, puis qu'ils sont peut-être pas assez préparés à des mauvais coups. Puis il y en a d'autres aussi que ça va vraiment bien, puis qu'ils ont réalisé leur dossier seuls. Mais moi, personnellement, il y a des types d'industries où le taux d'émotion des entrepreneurs est tellement élevé, Eric, là, qu'ils sont encore dans le top-down décisionnel, puis ils ne sont pas capables de sortir de ça. Les commerces au détail, les concessionnaires automobiles, dans le monde de l'assurance, des vendeurs émotifs, des vrais entrepreneurs, des étalons noirs, là, et eux, ils contrôlent souvent encore en sourdine. Et les gens disent, ça va bien. Ouais, c'est ça. On a une autre question aussi qui dit sur combien d'années préconisez-vous cette balance de vente de 20 à 30 et sur combien d'années les cédants sont-ils prêts à accepter? Ça va Ah, varier. ce qui arrive, là, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va faire le bilan personnel. Mettons que l'entrepreneur, il y a des rires, il y a sa maison est payée, il y a des actifs, il y a un chalet, tout est payé. Puis la valeur de la business est de 3 millions. Puis il se dit, écoute, moi, là, avec 2 millions, je suis correct. Sauf que là, tu n'as pas le choix, tu es à valeur marchande. Fait que là, ça, c'est déjà une chose. Quelle est l'attente de l'entrepreneur sur la valorisation?
la pression que ça crée sur le plan de relève, Eric. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut déterminer. La plupart du temps, on va s'assurer que la balance de vente ne crée pas de pression. Parce que la balance de vente, de toute façon, ce sont les créanciers qui vont décider. Ils vont mettre leurs conditions. Hein, les Mhm. conditions sur les ratios respectables avant de payer le cédant. Fait que, mais dans les faits, en général, le cédant, sur une période de 5 ans, avec un taux de 3 à 4 c'est quelque chose qui habituellement est acceptable. C'est bon. On a une autre question ici. Si dans nos repreneurs, on retrouve trois personnes et ces derniers veulent acquérir à part égale, comment puis-je protéger mon garçon qui détiendra aussi un tiers? Donc, je présume que le garçon va être une des trois personnes qui va reprendre l'entreprise. Comment on peut protéger ce garçon-là? J'imagine qu'il veut avoir une partie du patrimoine qui va y revenir. Ouais, ben ça, là, la notion des pourcentages d'action est toujours une notion qui n'est pas simple à déterminer. Tout d'abord, il faut savoir quelle est la protection familiale, effectivement, face aux enfants. Là, ici, ça semble être Mhm. établi. Maintenant, écoutez, il y a des formules là, qu'on peut mettre sur la table, dépendamment de l'entreprise, sur le pourcentage à attribuer aux personnes. C'est toujours difficile au niveau de l'équité. Un employé qui est là, ça fait 15 ans, qui est une personne clé, un qui vient de rentrer, ça fait 2 ans, mais il y a d'autres compétences complémentaires, devrait-il avoir le même montant d'action? Donc, c'est important de l'établir avec des critères que tu peux vivre avec puis expliquer. D'abord, déterminer ton team. Ton team, si tu vraiment trois personnes, est-ce que tu vas avoir un autre step à faire plus tard? Il y en a que ce qu'on va faire, c'est que les cédants vont se garder une petite bouchée dans la joue gauche pour prévoir un autre step où on va se créer un véhicule pour peut-être plus tard réémettre des actions une deuxième étape. Mhm. Mais écoutez, la question est peut-être pas claire. J'ai trois personnes, tu présumes ça. Est-ce que c'est trois personnes en plus de l'enfant? Si c'est, moi, je voyais plutôt trois personnes en plus de l'enfant qui veut un tiers. Oui, mais c'est ça. Mais en À ce même temps, moment-là, moi, il y a peut-être les catégories d'actions aussi qui pourraient être regardées, savoir si on donne des actions effectivement, votantes à ces nouveaux joueurs-là. Une bonne convention d'actionnaire, ça va être définitif, ça va prendre ça. C'est toutes des choses qui ont un aspect un peu plus juridique. Moi, malheureusement, je ne suis pas avocat, mais mais ce qui arrive, c'est que nous, quand on fait les réflexions, on fait les formules, là. Mais Mhm. vous savez, il y a des notions faut mettre les non négociables sur la table lorsqu'on fait réflexion. J'ai des compétences de base à avoir. Il y a des gens présentement, Eric, qui profitent de mots, tu as dit de belles opportunités, dû à leurs compétences. Donc, si j'ai un directeur de production qui est excellent en estimation, forte expérience, puis dans mon entreprise, mon gars qui est là, ou ma fille qui est là s'en va, écoute, lui, je vais être prêt à y mettre un peu plus d'action parce qu'il va m'apporter une valeur contributive importante. Non, c'est Mhm. vraiment la notion du chaud et du froid qu'on parle depuis tout à l'heure. Aller identifier d'abord les besoins qu'on a au niveau de notre organisation parce que je dois générer de la valeur. Fait que ma personne va contribuer à combien dans ma valorisation annuelle et il se pourrait qu'il y ait des gens qui viennent d'arriver qui se voient attribuer des actions participantes aussi grandes que l'enfant qui est là depuis 10 ans. Donc, Mhm. ce sont des notions qu'il faut établir custom selon l'état du dossier, mais habituellement, ça va assez bien. Quand on arrive en entreprise familiale, on détermine en premier lieu, est-ce qu'on désire garder le contrôle pour les 24 prochains mois? J'aime beaucoup travailler sur des phases de 24 mois. Est-ce que vous, comme cédant, vous gardez encore des actions participantes? OK, pour les 24 prochains mois, quel sera le step dans 24 prochains mois? Est-ce qu'on a un deux, troisième trio qui peut entrer? Donc, qu'est-ce qu'on prévoit à ce niveau-là? Est-ce qu'on crée un programme? Il y a des dossiers qu'on va créer un programme qu'on appelle le ProAct, un programme proactif pour l'entrée à l'actionnariat, où on va cibler des objectifs sur des personnes, on va les mobiliser dans le plan de match, puis ils vont avoir des choses à suivre pour une tranche d'intégration dans 48 mois. Tout est possible. Par C'est très contre, pertinent. oui, merci. Juste vous dire qu'il reste deux questions, peut-être qu'on pourrait y répondre rapidement. Tout à fait. Oui, donc première des deux questions, c'est quelles sont les causes gagnantes pour qu'un milléniaux puisse travailler 35 heures par semaine versus un baby boomer à 90 heures par semaine? Puis un petit mot sur la distinction entre les entreprises de services et manufacturières dans le contexte. Bien, écoutez, c'est une question de la réponse que j'ai donnée au monsieur, c'est que c'est une question de compétence et de réorganisation du travail avec des tâches claires, des processus clairs
on doit avoir de l'efficience. Donc, la personne qui va faire 35 heures par semaine va avoir réfléchi sur des projets d'efficience et va nourrir l'efficience. Et ça se réfléchit d'avance. C'est pas d'abattre des heures qui va te donner du profit. C'est déterminer aussi, faire une analyse financière de où sont tes zones de profitabilité dans l'entreprise, puis de démêler les efforts. De toute façon, là, les entreprises qui visent sur de 80 heures, là, c'est obsolète. Les gens veulent une qualité de vie aujourd'hui. Quand on travaille nos dossiers, nous, c'est 35 heures semaine, 40 heures semaine. C'est fini l'histoire, mais en même temps, il y en a qui vont me dire, moi, je fais 60, c'est bien correct. Mais écoutez, trop fort casse pas. Nous sommes dans une nouvelle société. Malheureusement, le Québec a été bâti sur des valeurs du travail. On a faussé des modèles d'affaires d'entrepreneurs. Donc, bonne planification, des rôles clairs, un leadership de communication, des bons comités de direction qui se suivent à chaque semaine pour avoir de l'efficacité, bon plan stratégique, 35 heures semaine avec une bonne pratique de communication. J'ai aucun souci avec ça. Maintenant, tout est relatif. Hein, si j'ai un motel que l'entrepreneur travaillait avec sa femme ou la femme travaillait avec son mari, puis 80 heures chacun, ben, le modèle d'affaires, là, je ne peux pas rentrer plus. Mais tout est relatif. Maintenant, entreprise de service et entreprise manufacturière, bien, l'entreprise de service, et beaucoup, le risque qu'on a, c'est basé sur des personas. Donc, il y a beaucoup d'ego, beaucoup de védétariat. Donc, il faut détacher l'apport des leaders sur leur savoir, leur popularité, leur védétariat. Donc, il faut qu'il y ait un plan de transfert de direction, un plan de transfert qui soit fait beaucoup plus d'avance pour transférer la clientèle, accompagner le transfert de clients avec les nouvelles personnes responsables. Donc, dans le service, là, c'est basé sur des individus. Donc, il faut y réfléchir correctement pour ce transfert-là. Toujours très pertinent de discuter du sujet qui nous passionne, hein, Eric? Ah ben écoute, Eric, on en parle souvent, hein? Fait que Reprenariat Québec est là pour ça, puis je suis content d'être avec vous, Eric. C'est toujours un privilège de faire ces partages-là. Puis comme je disais, s'il y a des gens qui veulent un entretien one-one, et avec Eric, on peut être les trois, ça nous ferait grandement plaisir pour répondre à vos questions plus personnelles. Toujours un grand plaisir de t'avoir parmi nous, Eric. Merci beaucoup à toutes et à tous. On espère que ce webinaire-là a su vous plaire. C'était le dernier de la saison. C'était aux alentours du début septembre. Donc, j'espère que vous avez su apprécier ce webinaire-là. Je vous souhaite à tous et à toutes le meilleur des succès pour votre projet de reprise ou de vente d'entreprise et au plaisir de se croiser avec Eric et moi en quelque part sur votre projet. Merci à toutes et à tous. Merci, merci mes amis. Bonjour à tous. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.